La théorie, c'est terminé. On a dit, il y a des flux électromagnétiques, d'énergie électromagnétique dans le vide. Le vide est une substance. On est en seconde quantification, c'est-à-dire que ces flux se manifestent comme des flux de particules, qu'on appelle des particules virtuelles. Donc, je vous rappelle, des particules qui apparaissent, qui sont de vraies particules, mais qui ont la caractéristique de disparaître, de retourner au vide un petit peu plus tard. Elles ont donc ce qu'on appelle une durée de vie qui est en général très brève. Quand on va le voir, ça se mesure en zeptosecondes, voire même en yoctosecondes, c'est-à-dire c'est vraiment des trucs très brefs. Mais peu importe, elles ont le temps d'apparaître et de disparaître. Alors, maintenant, il faut aller chercher, évidemment, une confirmation expérimentale de cette vision, parce qu'on pourrait dire, ouais, tout ça c'est de la théorie, on n'a rien à faire. L'idée, c'est quand même qu'on doit avoir des indices de manière expérimentale que tout ça, c'est pas simplement du pipeau. Alors pour ça, on va prendre un exemple à notre échelle, hein, parce que comme ça c'est plus facile à comprendre. Vous allez dans un port et vous allez voir des bateaux qui sont accostés sur le quai. Et vous verrez que les marins prennent cette précaution de toujours entourer leur bateau de pneus. Et on peut se poser la question, pourquoi ils mettent des pneus? Ils mettent des pneus parce que s'il n'y a pas... on sait très bien que les bateaux dans les ports, ils ne vont pas rester sur leur place qui leur est assignée. Ils vont s'attirer, en fait. C'est-à-dire, si vous mettez deux bateaux l'un à côté de l'autre qui ne se touchent pas et que vous attendez, au bout d'un moment, ils s'attirent. Ils viennent se coller l'un à l'autre, et quand ils viennent se coller l'un à l'autre et qu'on a peint les bateaux avec de la peinture très chère, on met des pneus pour pas que ça abîme la peinture, parce que vous n'y pouvez rien. Dès qu'il y a deux bateaux l'un à côté de l'autre, eh bien, ils s'attirent. C'est une loi de la nature. Pourquoi ils s'attirent? Eh bien, parce qu'ils sont posés sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Il y a des vagues. Et, comme vous le montre cette figure, là, j'ai mon premier bateau, là, j'ai mon deuxième bateau, et là, j'ai l'eau. Qu'est-ce que vous voyez si je mets de l'eau avec des vagues? Eh bien, vous voyez que les vagues qu'on appelle de courte longueur d'onde, celles qui oscillent très vite, elles peuvent rentrer entre les bateaux. Parce qu'elles ont le temps d'osciller. Celle-là est rentrée, celle-là est rentrée, celle-là est rentrée. Ce qui fait qu'on n'a pas de déséquilibre. Par contre, dès que j'atteins une longueur d'onde critique, cette longueur d'onde, c'est ce qui correspond à l'espacement des bateaux, je peux toujours rentrer une oscillation, bien sûr. Mais si je continue à monter la longueur d'onde, je ne peux plus rentrer. Parce que je ne peux plus osciller. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez deux bateaux comme ça qui se mettent l'un à côté de l'autre? Les vagues de courte longueur d'onde sont acceptées entre les bateaux, et les vagues de grande longueur d'onde sont expulsées. Elles sont à l'extérieur. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre, et comme il y a plus de vagues d'un côté que de l'autre, eh ben, les bateaux se collent. Il y a un déséquilibre. Voilà. Donc ça, on se voit avec les bateaux. Vous remplacez l'eau par le vide quantique, vous remplacez les bateaux par deux plaques, par exemple, de métal, et vous placez deux plaques de métal dans le vide. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'elles s'attirent. On peut calculer la force d'attraction, ça s'appelle l'effet Casimir. C'est du nom d'un physicien qui avait prévu ça. Et la théorie de seconde quantification explique très bien la valeur de cette force d'attraction. Et ça tombe bien parce qu'on sait que dans la nature, tout s'attire, toujours, et on voit que cette attraction est en fait liée à un déséquilibre, une dissymétrie dans la propagation des ondes. C'est cette dissymétrie qui est liée au fait qu'on a brisé la symétrie du vide par deux miroirs qui obligent les deux miroirs à se coller en raison de l'exclusion des grandes longueurs d'onde. Là, ce sont des excitations virtuelles. Là, ce sont des vagues réelles, mais peu importe, ce sont des oscillations, et le fait qu'on les exclue va tout de suite obliger donc à coller les choses. Alors ça, c'est la version statique, les bateaux. On a beaucoup mieux. On est capable, en prenant non pas deux miroirs simplement immobiles, qui vont pouvoir se coller l'un à l'autre, on va prendre un miroir immobile et l'autre mobile, qu'on va accélérer. Et là, alors vous le verrez sur la vidéo qui est en complément de cette présentation,
on voit sortir de la lumière du vide. C'est-à-dire pour une certaine accélération d'un miroir par rapport à l'autre, alors que les photons étaient virtuels dans ce vide, ils vont devenir réels. C'est-à-dire que l'accélération va permettre d'aller au-delà de la relation d'Heisenberg, et on va à ce moment-là voir apparaître, là où il y avait du noir, de la lumière, ce qui est bien une preuve qu'il y a bien cette énergie du vide est bien une réalité. La dernière preuve que le vide est une substance qui contient de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'effet Unruh, qui consiste donc à accélérer un morceau de vide. Alors ça, c'est compliqué, parce que accélérer un morceau de vide, comme il n'y a rien pour s'accrocher, mais on peut le faire théoriquement. On peut le faire théoriquement, accélérer un morceau de vide. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, si on accélère du vide, il doit changer de température. C'est une prédiction qu'on est en train d'essayer de confirmer par l'expérience. Alors, on ne peut pas le faire nous-mêmes, hein, parce que comme je vous dis, on ne peut pas attraper du vide. Mais par contre, si vous allez dans un trou noir, qui est cet objet que prévoit la relativité générale, le trou noir, il fait essentiellement de vide. Et là, on peut avoir cette situation. Ça s'appelle la radiation de Hawking. C'est-à-dire que le trou noir, en accélérant du vide, qui est une substance, et pas quelque chose qui est vide, ben, il va émettre comme un corps noir, c'est-à-dire qu'il va permettre, il va rayonner de l'énergie vers l'extérieur, ce qui fait qu'il va finir par s'évaporer. Voilà. Donc on a la confirmation par l'effet Hawking qu'on peut effectivement accélérer du vide et chauffer, mais on n'a pas encore la confirmation expérimentale directe. Voilà, tout ceci nous montre, ça ce sont des expériences, c'est pas de la théorie, c'est des choses qu'on fait en laboratoire ou dans un trou noir, et donc ça veut bien dire que le vide n'est pas vide et qu'il y a une substance qu'on appelle ces flux électromagnétiques virtuels. C'est-à-dire que vous ne les voyez pas, mais ils existent, et en fait c'est quelque chose qui est très bien connu. Si je reviens sur ma diapositive précédente, ce que vous voyez, c'est la partie matérielle, c'est les ondes de matière, ça c'est la molécule de benzène, hein, vous la retrouvez, elle est là de nouveau. Mais vous voyez que maintenant, on va la décorer avec ces lignes de champ, et c'est ces lignes de champ que vous observeriez aussi si vous preniez cet aimant et que vous mettriez de la limaille de fer. Vous allez voir les lignes de champ apparaître, la limaille va les révéler, pour bien que vous compreniez que ces lignes de champ qui ont été introduites par Michael Faraday au XIXe siècle sont bien, en fait, des flux de particules virtuelles. Ce sont ces flux de particules virtuelles que la limaille de fer révèle. Si vous enlevez la limaille de fer, ben, vous ne les voyez plus, mais par contre, elles sont toujours là, parce qu'elles existent indépendamment de la limaille de fer. Voilà, donc ça nous introduit donc la notion très importante de champ quantique, c'est-à-dire que la réalité, en fait, s'exprime non pas par des ondes, non pas par des particules, parce que là, on arrive à un petit peu à un problème, ah oui, une fois je suis une onde, une fois je suis une particule, donc tout ça, il n'y a plus, on a ce qu'on appelle des champs quantiques. Et comme je vous l'ai donné, la plus belle image qu'on ait d'un champ quantique, c'est un océan. Quand vous l'agitez avec des excitations cohérentes, vous voyez apparaître des ondes, ça s'appelle des vagues. Quand vous l'agitez, les vagues elles-mêmes, vous faites apparaître des excitations incohérentes qui sont l'écume. Et donc, on voit très bien, l'écume, c'est les particules, les vagues, c'est l'onde, comment des particules peuvent coexister avec un comportement ondulatoire. Et en fait, l'observateur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas observer l'océan. Par contre, il peut soit observer les vagues, et il dira, tiens, j'ai une onde. Soit observer l'écume sur les vagues, et il dira, tiens, j'ai des particules. Mais on voit bien que c'est la même chose, qu'on a résolu les Anglais disent conundrum, le casse-tête de la dualité onde-corpuscule, le champ quantique qui est l'entité, l'eau qui supporte les vagues et l'écume, résout le problème très élégamment. Et c'est pour ça que la seconde quantification s'appelle aussi la théorie quantique des champs. Quantum Field Theory en anglais. Une théorie très puissante. C'est la théorie en fait la plus féconde qu'on ait de la matière. Elle a juste un petit souci, c'est qu'elle n'est pas compatible avec une autre théorie qui est aussi très féconde et qui prévoit que le vide n'est pas vide, c'est la théorie de la relativité générale. On ne sait pas les corréler toutes les deux. Mais bon, on sait que la relativité générale est négligeable à petite échelle. Donc, si on ne va pas trop loin, si on ne considère pas des masses trop grosses, on peut utiliser la théorie quantique des champs.
Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra les conséquences, comme on l'a vu pour la première quantification. Tout ça, ça a des conséquences, et on analysera ça.